Bonjour, bienvenue sur Question d'éthique. Nous nous retrouvons avec mes invités aujourd'hui pour parler du fœtus et du nouveau-né, plus précisément du diagnostic prénatal. Alors, nous avons Claude Dercol, qui est gynécologue obstétricien, praticien hospitalier, professeur de gynécologie à la faculté de médecine de Marseille et coordinateur du centre de diagnostic prénatal, responsable de l'unité de grossesse à risque et de médecine fœtale à l'hôpital Nord de Marseille. À côté de lui, Anna Grazia Altavilla, avocate au barreau de Tarente et avocate conseil de l'espace éthique méditerranéen. Vous êtes spécialisé dans le droit de la santé et dans l'éthique, que vous enseignez dans diverses universités italiennes. Nous avons à côté d'Anna Grazia Altavilla Umberto Simeoni, médecin pédiatre, praticien hospitalier également, professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de Marseille et chef du service de néonatologie de l'hôpital de la Conception à Marseille. De l'autre côté de la table, Pierre Lecause. Pierre Lecause est philosophe. Il est professeur agrégé de philosophie. Il est chargé de cours d'éthique médicale au département de sciences humaines de la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes membre du Comité national d'éthique, co-auteur de certains avis de ce comité, puisque vous en êtes membre, évidemment, et un article récent dans la revue de Lancet, la recherche prénatale, un domaine sensible, donc notre domaine aujourd'hui. Et puis Nicole Philippe. Nicole Philippe est généticienne. Vous êtes aussi praticien hospitalier, professeur de génétique à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes le chef du service du département de génétique médicale à l'hôpital de la Timone à Marseille. Et vous êtes à l'origine de la création de ce nouveau métier, qui est le métier de conseiller en génétique. On va voir de quoi il s'agit aujourd'hui précisément, responsable d'ailleurs au plan national de cette formation. Donc nous parlons tous ensemble du diagnostic prénatal et de la médecine fœtale. Alors je crois qu'il faudrait peut-être définir ce diagnostic prénatal et je me tourne vers Claude Dercol pour nous donner une brève définition de ce que c'est que le diagnostic prénatal, le DPN comme on dit dans votre jargon. Alors, si on regarde la juxtaposition des deux termes, la définition du diagnostic prénatal peut paraître évidente. Ce sont tous les actes de diagnostic qu'on effectue avant la naissance. En y regardant un petit peu de plus près, c'est un peu plus complexe parce qu'en fait, cela va concerner le diagnostic de pathologie de l'embryon et du fœtus, mais on s'aperçoit en pratique qu'on va souvent définir des probabilités de pathologie qui n'existent pas encore parce que l'embryon et le fœtus, par définition, sont des êtres en cours d'évolution et qui concernent parfois non seulement le fœtus, mais l'enfant à naître, l'enfant plus grand ou même l'adulte. Donc il y a une dimension qui est un petit peu différente que du diagnostic immédiat. Okay, donc quelque chose qui est vraiment de la prévision, c'est une sorte de médecine prédictive finalement, non? Oui, c'est ce qu'on nous demande de plus en plus. D'accord. Alors Nicole Philippe, vous nous faites un petit historique de ce diagnostic prénatal, c'est quelque chose d'assez récent finalement tout ça. La véritable date du diagnostic prénatal, c'est la fin des années 70 et le début des années 80 avec la réalisation des premières amniosynthèses qui se faisaient beaucoup plus tardivement qu'on ne les fait aujourd'hui et qui se réalisaient dans deux circonstances. D'une part, le dépistage de la trisomie 21 pour les femmes de plus de 40 ans dont on savait depuis longtemps qu'elles étaient à risque d'avoir un enfant atteint de trisomie 21. Et d'autre part, d'offrir un diagnostic prénatal aux familles ayant déjà eu un enfant ou plusieurs atteints de maladies génétiques avec un risque élevé de récidive et pour lesquels on connaissait un marqueur biochimique permettant de faire le diagnostic pendant la grossesse. Depuis, beaucoup de progrès ont été faits dans l'identification des maladies génétiques, dans l'amélioration des techniques, que ce soit des techniques biologiques et des techniques de prélèvement. Mais je crois qu'à cette époque-là, on ne savait pas que c'était en fait simplement une facette du diagnostic prénatal et que le véritable diagnostic prénatal sur le plan quantitatif, c'est vraiment avec le développement des méthodes d'échographie qu'il s'est développé puisque le diagnostic prénatal peut concerner potentiellement toutes les grossesses. Ok, donc on aura dans un prochain épisode l'occasion de parler de l'échographie dans tous les sens du terme, en long, en large et en travers, si je puis dire. Mais pour le moment, je voudrais revenir sur le terme. La trisomie 21, ce sont les enfants mongoliens, en fait. Hein, c'est ce que l'on appelle dans le langage courant. Oui, qu'on ne devrait plus appeler, je crois, parce qu'il Okay. serait bon que maintenant tout le monde apprenne à savoir ce que c'est que qu'un enfant trisomique 21. C'est donc la trisomie 21, c'est la cause la plus fréquente de retard mental. C'est l'anomalie chromosomique la plus fréquente. Elle est reconnaissable puisque ces enfants se ressemblent tous
et que, comme c'est la plus fréquente, on connaît. Et d'autre part, pourquoi la trisomie 21 ? C'est parce que c'est une anomalie à la fois génétique et, dans 95% des cas, accidentelle. C'est-à-dire qu'elle peut arriver à tout le monde. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du diagnostic prénatal de la trisomie 21. Bon, donc on va voir, peut-être après, on reviendra sur justement ce facteur de l'âge, etc., qui est si important dans le diagnostic de cette pathologie. Mais je voudrais me tourner à nouveau vers Claude pour parler un peu de ces examens qui constituent le diagnostic prénatal. Il y en a plusieurs. Tout à l'heure, Nicole Philippe citait l'amniosynthèse, mais il y en a d'autres. Vous pourriez nous donner un petit peu la panoplie du diagnostic prénatal et puis à quoi servent ces examens, avec des mots simples, pas du jargon, pour que les gens comprennent. Pour simplifier, pour avoir une vue un peu plus générale, je crois qu'il faut rentrer dans le concept de médecine appliquée au fœtus. Et quand on parle de médecine, c'est-à-dire qu'il y a des actes de dépistage, de diagnostic, des traitements. Donc il faut que ces examens-là aient une finalité. Et si on reprend un petit peu l'historique des examens qui peuvent donner une information sur le bien-être ou le mal-être du fœtus, finalement, il y a, on va dire, 3 ou 4 décennies, on avait le fait de demander à une mère si elle sentait son enfant bouger, 1 centimètre de couturière, un point. Après sont apparus les enregistrements du rythme cardiaque fœtal, l'échographie, puis après les examens biologiques et d'autres méthodes d'imagerie telles que l'échographie, c'était le numéro 1, mais actuellement on peut utiliser également l'IRM dans certaines indications précises. Donc finalement, le diagnostic prénatal et les outils, c'est tout ça. C'est la clinique qui est relativement pauvre pour le fœtus, tous les examens biologiques qui vont de prélèvement de liquide amniotique, mais aussi du trophoblaste, du sang fœtal, jusqu'aux méthodes d'imagerie les plus poussées. Donc tout ça, c'est une panoplie qui rentre dans la médecine fœtale. Vous parliez d'endoscopie fœtale aussi, ça Oui. c'est très nouveau, je crois. Oui, alors on l'a utilisé à un moment donné pour des actes de diagnostic, actuellement très très peu parce que l'échographie est devenue assez performante pour permettre la plupart des actes diagnostiques, je ne dis pas des diagnostics, c'est encore autre chose, suffisamment pour qu'on n'ait plus à faire appel à de l'endoscopie fœtale. Par contre, l'endoscopie devient utilisée dans de rares indications pour le traitement. Ok, donc on passe de la surveillance simple de la grossesse à quelque chose qui est quand même un petit peu plus poussé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes finalement dans ce diagnostic prénatal. Un certain nombre de choses que l'on fait systématiquement, puis on a un doute et on va plus loin. En quelque sorte, c'est ça. Oui, alors là, c'est la logique du dépistage et du diagnostic. À la population générale sont proposés des examens qui sont le moins dangereux, le moins invasif possible, dont le but n'est pas de faire des diagnostics le plus souvent, mais de trier des populations à risque. Une fois que ces populations à risque sont triées, après c'est des questions à la fois d'éthique et des politiques de cibler combien de gens, quel est le pourcentage des gens qui seront à risque. Dans cette population à risque, on va être proposé, en discussion avec la patiente et le couple, des examens qui, eux, peuvent avoir des effets plus négatifs en termes de risque. C'est ce qu'on fait typiquement pour le dépistage de la trisomie 21 qui se passe en 2 étapes. Mais ça se fait aussi pendant la grossesse. Les examens de dépistage sont proposés de façon même obligatoire. Lorsqu'on fait du dépistage de pathologies infectieuses ou autres, on est aussi dans une logique de diagnostic prénatal, mais avec une étape de dépistage. Puis lorsque le risque est soulevé, on rentre dans du diagnostic beaucoup plus lourd. D'accord, donc les risques, c'est quoi par exemple, Nicole Philippe? Les risques du diagnostic prénatal, c'est essentiellement les risques des prélèvements fétaux qui doivent être mis en balance avec le bénéfice de ce prélèvement. Ça peut être un risque de fausse couche. Et en fait, je ne sais pas si Claude Hercole sera d'accord avec moi, mais le risque du diagnostic prénatal, c'est que chaque fois qu'on entreprend une démarche diagnostique, c'est qu'on sait qu'elle peut aboutir à l'identification de quelque chose qui n'est pas curable et qui pourrait déboucher sur une interruption médicale de la grossesse. Et c'est pour ça qu'il faut une information des femmes enceintes et des couples. Donc ce diagnostic prénatal que vous pratiquez donc, dans un cadre qui, j'imagine, est très réglementé ou qui a au moins un certain nombre de protocoles, de procédures bien particulières que vous avez mis en place, il y a aussi donc, tout cet aspect information du patient. Mais l'aspect consentement, j'imagine que s'il y a un risque, ça veut dire que si on peut faire une fausse couche suite à un examen spécifique, il faut forcément le consentement des parents. Il faut qu'ils soient conscients de ce risque-là. Oui, alors là, c'est le consentement de la femme enceinte, mais tout médecin peut théoriquement faire un acte invasif de diagnostic prénatal, mais avant cela, il doit avoir fait signer un consentement et avoir informé la patiente de la nature de la pathologie recherchée, du risque
liées à la technique de prélèvement et évidemment des éventuelles conséquences sur la possibilité de proposer une interruption médicale de la grossesse en cas de diagnostic d'une pathologie particulière. Alors dans votre expérience, Claude, de praticien hospitalier, où vous avez, j'imagine, tous les jours, ou tout au moins assez souvent, à affronter ce type de problème, vous parliez de couple tout à l'heure, donc il n'y a pas que le consentement de la mère que vous demandez, aussi le père, quelque part. Comment ça se passe? Comme toujours, c'est mieux et c'est bon si le couple est d'accord pour une démarche qui peut avoir des effets sur la suite de la grossesse. Si on prend uniquement l'aspect juridique et final, c'est la mère qui décide, mais on essaie toujours d'obtenir le consentement du couple. Non, c'est-à-dire que vis-à-vis de ces risques, bon, je suis tout à fait d'accord avec Nicole, il y a deux types de risques. Une partie, on va dire, comptable et analysable, qui est le risque de perte fétale. C'est important de savoir que chaque fois qu'on fait une amniosynthèse, on prend un risque d'entraîner une perte fétale de fausse couche de 1% à peu près. On fait une petite interruption. La myosynthèse, beaucoup de gens savent ce que c'est, mais peut-être serait bien de repréciser en quoi ça consiste exactement. Alors la myosynthèse, c'est un acte qui, à travers une ponction, c'est-à-dire la piqûre avec une aiguille dans l'utérus, consiste à prélever du liquide amniotique pour l'analyser. Cette analyse peut être diverse. Le liquide amniotique, c'est le liquide dans lequel baigne le fœtus. D'accord. Donc il y a cet aspect très objectif de risque de perte fétale chaque fois qu'on fait un acte, donc ça mérite d'être discuté en indication et aussi en fonction de la valeur des gens, de ce qu'ils attribuent de leur choix. L'autre aspect de risque, ça peut être le risque d'angoisse induite chez les gens du diagnostic prénatal. Il est clair que plus on évoque des risques, même infimes, plus les gens sont inquiets, même si objectivement ces risques sont peu importants. Et puis l'autre risque dont on peut discuter après, c'est les risques de dérive que peut avoir ce diagnostic prénatal, mais c'est un aspect... On va y venir. Mais justement, est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, d'avoir des parents qui finalement se disent non, il y a trop de risques, on refuse, on préfère pas savoir, par exemple? Oui, bien sûr. Il y a des gens qui souhaitent ne pas avoir de diagnostic prénatal, mais même si on prend l'exemple de l'échographie, qui est un examen qui est prescrit larga manu, finalement, l'échographie n'est pas obligatoire. Les gens peuvent choisir de ne pas pratiquer d'échographie, ou du moins de pas pas vouloir l'aspect dépistage de malformation de l'échographie, parce que l'échographie, on en parlera un autre jour, il y aura d'autres objectifs. Bien sûr. Donc ça veut dire que des gens, même si on sait qu'ils représentent un facteur de risque particulier, et je me tourne vers Nicole par rapport à l'âge, vous disiez tout à l'heure qu'à partir d'un certain âge, il y a ce risque de trisomie 21. Donc même des femmes qui auraient une grossesse tardive, par exemple, peuvent dire non, non, mais ça fait rien, on prend le risque, on n'essaye pas de savoir. Bien sûr. Alors, je crois que à l'heure actuelle, bon, l'âge est un facteur de risque, mais il existe aussi d'autres méthodes pour apprécier ce risque. Et Claude Dercol est un fervent partisan de ce qu'on appelle l'évaluation du risque combiné. On peut aussi faire avoir des marqueurs échographiques, des marqueurs sériques par une prise de sang fœtal. Et c'est après la mère ou le couple qui va décider ou non de faire cet examen. Le rôle du médecin étant de s'assurer que la femme ou le couple a bien compris les limites de ce dépistage et que même quand on est à un risque sur 500, c'est un risque sur 500 et qu'il n'est pas de 0. Bien sûr. Et à partir de ce moment-là, il y a aussi des gens qui refusent totalement le diagnostic prénatal parce qu'ils refusent le principe d'une interruption médicale de la grossesse, quel que soit le diagnostic. On va en parler un peu avec Pierre, peut-être de ce refus du principe de l'interruption médicale de grossesse et donc du diagnostic prénatal, dans la mesure où l'interruption médicale de grossesse peut en être le corollaire, si je puis dire. Donc ça, c'est souvent finalement un principe qui est dû à une culture particulière, voire une religion, et pour des raisons philosophiques et morales en quelque sorte. Pour des raisons surtout religieuses. Effectivement, hier, nous avons rappelé que l'embryon au sein de certaines traditions religieuses n'était pas considéré comme une personne même potentielle. Mais il est vrai que par la suite, l'avortement médical est en général par les religions musulmanes ou autres rejeté. Et les personnes croyantes ont tendance à considérer que l'être qui leur est choix est le fruit d'une décision divine et que si cet enfant doit venir au monde, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi
Et c'est certainement la raison principale pour laquelle les interruptions médicales de grossesse sont refusées, car je crois que Nicole Philippe sera d'accord avec moi, la grande majorité du temps, les gens acceptent cette interruption à partir du moment où ils savent que l'enfant à naître sera atteint d'une affection d'une sévère gravité. Donc il y a une sorte de cascade, en quelque sorte, de décision. Il y a un risque, on vous propose un diagnostic prénatal. Vous savez que ce diagnostic, ça peut vous donner un résultat qui n'est pas très bien. Et non, finalement, on décide de ne pas bousculer le destin. On verra bien ce qui se passe à la sortie et on prend le risque. Ou alors on ne prend pas le risque, on regarde, mais s'il y a vraiment un problème, on sait que forcément, il y aura interruption médicale de grossesse. Pas forcément. Pas forcément. Alors, Non, parce que justement, le diagnostic prénatal, c'est un diagnostic qui peut déboucher lorsque on fait un diagnostic d'une affection incurable et particulièrement grave sur la proposition, je n'aime pas dire la proposition, mais sur la possibilité d'une interruption médicale de la grossesse. Mais une femme qui choisit de faire un diagnostic prénatal ne s'engage pas ce jour-là à accepter une interruption médicale de la grossesse. Et je crois que de plus en plus, on voit des couples, on en a quand même régulièrement au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, peut-être, je dirais presque un par mois, hein, des couples qui refusent une interruption médicale de la grossesse. Après, alors justement, je crois que le rôle vraiment des médecins qui suivent la grossesse, c'est de s'assurer que les gens ont bien compris ce diagnostic. Bien Et sûr. qu'ils ont bien compris quelles étaient les conséquences et que ce n'est pas simplement qu'ils ne veulent pas croire ce qu'on leur dit. Oui, alors Sinon, il justement, faut essayer de respecter. Justement, je crois qu'il est temps de parler de ces centres pluridisciplinaires. Vous les évoquiez à l'instant, Nicole Philippe. En quoi ça consiste? Pourquoi pluridisciplinaire d'abord? Et est-ce que c'est parce que c'est d'abord à but d'information finalement? Quelque part, il faut que les gens soient bien informés, comme vous êtes en train de le souligner, pour pouvoir éventuellement aller plus loin ou arrêter là. Est-ce que c'est ça l'idée du centre pluridisciplinaire? Alors, j'en parlerai rapidement, puis je crois que Claude Oui, Dercol en Claude après parlera reprendra bien. le relais. Oui. Le centre pluridisciplinaire, c'est parce que c'est quand même un domaine, le diagnostic prénatal, qui est la médecine du fœtus. Donc, ça va concerner les obstétriciens qui suivent les grossesses. Ça va concerner aussi les pédiatres qui connaissent la pathologie du nouveau-né, qui est quand même un fœtus en plus grand. Ça concerne aussi les généticiens, parce qu'il y a beaucoup de maladies génétiques qu'on peut dépister. Et puis, ce sont des décisions qui sont souvent extrêmement difficiles à assumer. Alors, bon, Claude parlera des missions du centre de diagnostic prénatal, mais je dirais que on n'est pas trop de plusieurs pour décider si une affection est bien d'une particulière gravité et incurable au moment du diagnostic, puisque ce sont les deux critères qui ont été retenus pour accepter le principe d'une interruption médicale de grossesse. Et je pense qu'on aura l'occasion de reparler de la particulière gravité. La particulière gravité, c'est peut-être la chose la plus difficile à définir dans le cadre du diagnostic prénatal. Oui, naturellement. Alors vous parliez de fœtus et de nouveau-né qui est un fœtus un peu âgé. Peut-être Umberto Simeoni a un mot à dire là-dessus. Vous faites partie d'un centre pluridisciplinaire également, où vous avez, j'imagine, des praticiens dans votre service qui en font partie? Absolument, absolument. Nous travaillons en collaboration étroite dans le cadre du centre de diagnostic prénatal avec nos collègues obstétriciens, généticiens et d'autres personnes également. Et c'est vrai qu'il y a une continuité sur le plan biologique entre le fœtus et le nouveau-né. Nous avons discuté hier des différences de statut du fœtus et du nouveau-né, mais biologiquement, il y a une continuité. Une bonne compréhension du diagnostic prénatal probablement bénéficie également du point de vue de pédiatre, c'est-à-dire de médecins qui sont par définition, qui se consacrent à l'enfant et qui, en quelque sorte également, restituent à l'enfant sa place au sein de la société. Et parfois, même si les parents, bien sûr, privilégient sa place, parfois même à l'égard des parents eux-mêmes qui tendent à faire passer leurs projets, parfois,
avant peut-être l'intérêt de l'enfant. Ça peut arriver quelquefois, c'est bien compréhensible d'ailleurs. J'imagine. Vous avez aussi des psychologues dans ces centres pluridisciplinaires? Parce qu'on a l'impression qu'on parle beaucoup de psychologie aussi, quelque part. C'est un aspect vraiment extrêmement important également, bien entendu. C'est le vécu de ces circonstances est extrêmement lourd, tant d'ailleurs par les futurs parents qui sont concernés que par les différents professionnels qui interviennent dans ces centres, et avoir l'opinion, simplement le contrôle un petit peu également de quelqu'un qui s'occupe de ces aspects psychologiques est extrêmement important. Claude Dercol, donc toujours par rapport au centre pluridisciplinaire, donc comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on les contacte, ou est-ce que c'est quelque chose qui se met en marche automatiquement dès qu'un problème est dépisté? Comment est-ce que ça marche? Alors, ce sont des centres qui ont été créés avec des statuts spéciaux et des gens qui le composent, dont le nom est sur le journal officiel. Donc, il y a une constitution très légale, hein. Le noyau dur de ces centres, c'est effectivement généticiens, obstétriciens, échographistes et pédiatres néonatologistes, mais en sachant que plusieurs personnes satellites, entre guillemets, participent à ces centres lorsque des avis très spécialisés sont demandés. Donc ça, c'est la constitution. Les missions de ces centres sont des missions d'avis, d'expertise tout d'abord, donc d'analyser une pathologie, de donner des avis sur la prise en charge d'une pathologie. Il y a des missions également d'enseignement et de formation, de mise à niveau d'autres praticiens. Et puis une troisième mission qui est de décider, enfin de valider ou d'accepter des demandes d'interruption médicale de grossesse formulées par les patientes. Donc ces dossiers sont analysés, les gens sont vus et leur pathologie est analysée. Et pour qu'une interruption médicale de grossesse dont le motif et la pathologie de l'enfant à naître soit acceptée, il faut qu'il y ait 2 médecins du centre qui signent cette autorisation. C'est une démarche obligatoire. Et après, il y a toute une procédure aussi de recueil d'informations sur les examens qui sont faits après. Donc c'est très... il y a une procédure qui est très réglementée. Et il y a des comptes à rendre également au ministère chaque année sur l'activité des centres. Donc quelque chose qui est très très encadré, et vraiment là comment dire, une sorte de bouquet d'experts qui sont à la disposition du public pour pouvoir donner des avis extrêmement informés, si je puis dire, et procéder ou non à ces interruptions médicales de grossesse si les gens les acceptent. Est-ce que la décision, ou disons le conseil d'un centre pluridisciplinaire a force d'obligation? Est-ce que le patient est obligé finalement d'exécuter ce conseil, ou pas vraiment? Non, non, pas du tout. La seule obligation légale, c'est que, là aussi, bon, Nicole a insisté tout à l'heure, mais je crois que c'est bien de le redire, c'est que dans l'esprit de ce qu'on fait, on ne propose pas d'interruption, parce qu'il ne s'agit pas d'un traitement. Par contre, normalement, il s'agit d'une exception. Lorsqu'on rencontre une pathologie qui est particulièrement grave et pour laquelle on n'a pas de traitement, si les gens souhaitent mettre fin à cette grossesse, dans ces cas-là, on analyse leur demande et on autorise ou on n'autorise pas. Donc c'est une des missions confiées à ces centres, c'est d'accepter ou de ne pas accepter une demande provenant des gens d'interrompre leur grossesse. Donc généralement, on n'a pas à proposer D'accord. vous voyez, c'est cet Oui, j'ai esprit. bien compris. Bon, même si parfois, bon, on peut être amené à discuter de façon un peu différente, mais l'esprit est là. Donc c'est un peu la seule obligation, lorsqu'il y a un souhait d'interruption de grossesse, c'est la seule obligation légale avec risque pénal à la clé s'il n'y a pas de respect. Pour le reste, il est évident qu'on est dans une logique de soins où les gens peuvent choisir tout à fait ce qu'ils souhaitent. On parle aussi souvent de diagnostic prénatal pour convenance personnelle. Donc peut-être, je me retourne à nouveau vers Nicole Philippe. Qu'est-ce que ça veut dire, la convenance personnelle? On parle là d'une procédure médicale assez lourde pour rechercher des choses très sérieuses. Comment est-ce qu'on peut faire ça par convenance personnelle? C'est un terme qu'on emploie en général assez peu. Le diagnostic prénatal. Alors non, ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut y avoir des demandes de diagnostic prénatal d'anomalies chromosomiques, c'est-à-dire de trisomie 21. C'est vrai qu'on dit pour convenance personnelle, mais on dit plutôt pour angoisse maternelle, c'est-à-dire qu'une femme de 25 ans qui sait que même si son risque est faible, elle a un risque d'avoir un enfant trisomique 21, pour peu qu'elle ait été confrontée dans son entourage à une ou deux personnes de son âge qui ait eu un enfant trisomique 21, peut demander un diagnostic prénatal. La question peut être plus difficile quand il s'agit d'une maladie génétique d'un autre type que l'on trouve dans une famille.
et qu'il y a une possibilité de diagnostic prénatal et que ce sont des gens qui sont souvent eux-mêmes atteints de cette maladie, qu'ils ont un risque de transmettre à leur enfant, qui souhaitent un diagnostic prénatal et éviter la naissance de quelqu'un qui aura la même maladie qu'eux. Cela pose des problèmes dans la mesure où, étant arrivés à l'âge adulte, ils ont eu une vie assez normale pour envisager eux-mêmes d'être parents et de fonder une famille. Mais là, le rôle du médecin est extrêmement difficile, car je crois qu'en dehors de quelques circonstances qui sont presque anecdotiques, enfin quelques cas très anecdotiques où quelqu'un a peut-être un problème psychologique et veut un diagnostic prénatal pour quelque chose qui n'est pas une maladie, il est très difficile de dire à quelqu'un qui est en face de soi ce que vous avez n'est pas grave, dans la mesure où c'est lui qui vit sa maladie et ce n'est pas nous. Et je pense particulièrement à certaines maladies neuromusculaires du sujet adulte qui surviennent après l'âge de 40 ans et qui restent, même si elles sont tardives, des maladies graves. Donc là, je crois que c'est justement le rôle du centre pluridisciplinaire, dans lequel il y a aussi d'autres médecins, qui peuvent être des médecins d'organes, de décider avant qu'une grossesse ne soit en route, de voir avec ces couples, avec ces personnes, avec leur médecin traitant qui connaît la maladie, avec l'obstétricien, le pédiatre, le généticien qui connaît je dirais, le prix d'une grossesse, si on fera ou non un diagnostic prénatal. Sinon, à mon avis, la seule situation dans laquelle on pourrait dire avec un peu de mépris diagnostic prénatal pour convenance personnelle, c'est le diagnostic du choix du sexe d'un enfant. Mais là, je crois que ça dépasse. Pour moi, ça n'est pas de la médecine, donc je refuse d'en parler. Oui, bien sûr, mais de toute façon, ça concerne plus. Oui, puis de toute façon, le choix, ça veut dire qu'en fait, on fait une interruption volontaire de grossesse, voire médicale de grossesse, pour le choix du sexe, à cause du choix du sexe. Donc ça, effectivement, c'est, j'imagine, un domaine où vous, en tout cas, dans votre comité pluridisciplinaire, c'est refus systématique. Il y a pas de, je veux dire, ça n'a pas de sens. Pourtant, dans certains pays, Pierre Lecause, notamment le développement de l'échographie a résulté justement dans beaucoup d'interruptions volontaires de grossesse pour des raisons de choix du sexe, je crois, non ? Oui, effectivement, on a beaucoup parlé du cas de l'Inde et de la Chine qui, pour des raisons, il faut quand même le préciser au départ, sont d'ordre démographique. Donc, ce sont des problèmes qui ne sont pas de l'ordre de l'éthique, mais plutôt de la géopolitique, ont décidé de mettre en place une politique de réduction de la natalité. Et pour des raisons alors qui sont d'ordre culturel, il est préférable pour une famille de ces pays orientaux que ce soit un garçon plutôt qu'une fille qui apparaissent, et c'est toute la difficulté, puisque effectivement ces États se retrouvent aujourd'hui avec ce qu'on pouvait pressentir, c'est-à-dire un déséquilibre entre le nombre de garçons et le nombre de filles. Concernant le choix du sexe de l'enfant à naître, si vous me le permettez, je voudrais rajouter un point, c'est que ces pratiques sont réalisées par le biais de techniques sur lesquelles je ne vais pas revenir, la technique Erickson, etc., où on va, pour des motifs alors psychothérapeutiques, permettre le choix de l'enfant à naître parce que la descendance dans une famille est trop unisexuée. C'est-à-dire qu'on va avoir des familles qui, malheureusement, ont 5 enfants du même sexe, et les anglo-saxons ont forgé cette expression de family balancing, c'est-à-dire ce concept au nom duquel on considère, si vous voulez, qu'il y a un préjudice psychologique, aussi bien pour les parents que pour les enfants, d'avoir une famille où les enfants sont tous du même sexe. Et on a vu des médecins, c'est quelque chose de rare, mais qui existe, plaider en faveur d'un choix du sexe de l'enfant à naître pour que cet enfant soit épargné du dépit que leur ferait peser les parents qui auraient voulu une fille et qui ont un garçon et qui font sentir à l'enfant
né qui n'est pas du sexe désiré. Certains sont même allés jusqu'à penser que certaines morts subites du nourrisson, très énigmatiques, pouvaient être liées justement à cette charge d'agressivité qui serait ressortie à l'égard de cet enfant indésirable. J'imagine que ce sont des cas très rares, en tout cas moi je l'espère. J'espère qu'on n'a pas trop ces préoccupations. Alors, est-ce qu'un médecin a le droit de refuser un diagnostic prénatal? Est-ce qu'il a le droit de dire non, je ne veux pas le faire? Et en vérité, certainement lié à l'IVG qui va avec quelque part. Enfin, l'IVG, pas l'IVG, l'IMG qui va avec. Est-ce que vous, en tant que membre de comité pluridisciplinaire, il vous arrive de dire non, non, ça on ne fait pas? Alors refuser, c'est-à-dire qu'il y a deux situations. Soit si on pratique du diagnostic prénatal, c'est que bon, on s'investit là-dedans et qu'on pratique ces actes-là. Donc dans ce cas-là, si on refuse un acte de diagnostic prénatal, c'est qu'on n'est pas d'accord ni avec l'indication, ni avec les risques entraînés par le geste. Donc c'est un refus qui est réfléchi et qui est argumenté. Généralement, il n'y a pas de... je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de problèmes avec les gens parce qu'on leur explique les raisons du refus de cet acte technique. Ou sinon, on rentre dans les problèmes de tout à l'heure, c'est-à-dire le diagnostic de convenance. Donc sur les choix techniques ou les choix de refuser un prélèvement, en dehors de ces histoires de convenance, c'est pas trop ça. Bon, est-ce qu'il y a une clause, alors pour en revenir à autre chose, qui est la clause de conscience en quelque sorte par rapport à l'IVG notamment, Anna Grazia Altavilla, donc le médecin peut refuser une interruption volontaire de grossesse, de pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Oui, oui, parce que la loi sur l'interruption volontaire de grossesse de 2001 prévoit la possibilité pour la médecin de refuser de pratiquer une interruption volontaire de grossesse licite, et j'expliquerai qu'est-ce que j'entends pour licite, à tout moment, mais il doit informer les patients, il doit donner en fait les noms de médecins de référence où les patients peuvent aller à pratiquer en fait cette interruption volontaire de grossesse. Alors licite, qu'est-ce que ça veut J'ai dit dire? licite parce qu'en voilà. fait, l'interruption volontaire de grossesse n'est pas considérée comme un acte médical ordinaire. Je dirais que ça peut être considéré comme un acte médical qui est autorisé dans certains cas, qui sont les cas prévus expressément par la loi. Et sont dans les cas de détresse de la mère jusqu'à la 12e semaine du commencement de la grossesse. Et en deuxième lieu, pour des motifs, pour des raisons médicales, dans les cas où il y a ou un risque grave pour la santé de la femme, ou bien il y a une probabilité que l'enfant soit atteinte d'une maladie grave, incurable au moment de l'examen, du diagnostic prénatal. Ça, c'est important parce qu'il ne me semble pas qu'on puisse parler d'un véritable droit du médecin ou d'une clause de conscience du médecin par rapport à un diagnostic prénatal. Mais on peut parler d'un véritable droit et un clause de conscience donc du refus du médecin à faire une interruption volontaire de grossesse. Et la différence est exactement ça, c'est-à-dire que un diagnostic prénatal, c'est un acte médical diagnostique, c'est un acte médical qui les médecins peuvent se refuser de faire s'il y a un risque grave, par exemple, pour la mère, ou s'il y a des raisons médicales. Par contre, l'interruption volontaire de grossesse n'est pas un acte médical ordinaire, c'est un acte médical très encadré et pour lequel la loi prévoit des conditions très précises. Revenons vers le diagnostic prénatal et l'interruption médicale de grossesse qui peut en résulter. S'il y a une erreur, par exemple, si quelque chose se passe involontairement, que effectivement une grossesse s'arrête avant son terme pour des raisons, je ne sais pas moi, qui sont les conséquences, par exemple, d'un diagnostic prénatal ou autre, est-ce qu'il y a là des réparations qui peuvent être demandées? Comment ça se passe? Oui, il faut distinguer en fait l'enfant et les parents. Soit l'une, soit l'autre peut demander les dédommagements de préjudices subis dans les cas d'une erreur diagnostique. Mais dans ces cas-là, d'abord, il faut qu'il y ait eu une faute médicale, et on parle de faute caractérisée, c'est-à-dire d'une faute d'une gravité très importante. Et en deuxième lieu, il faut dire que les préjudices qu'on peut demander, il sera sur la base de la loi du 4 mars 2002 seulement préjudice moral, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander les dédommagements
d'un préjudice matériel, c'est-à-dire de tous les frais que la famille va supporter, que les parents ou bien l'enfant va supporter tout au long de la vie de l'enfant, puisque la loi a de façon explicite prévu que dans ces cas-là, c'est la solidarité nationale, c'est-à-dire les dédommagements des frais, du dommage matériel, donc des frais nécessaires pour l'entretien ou pour la vie de l'enfant, doit être prise en charge par la solidarité nationale. Et ça, c'était réglé par une loi de février 2005. Je voudrais, pour conclure cet épisode sur le diagnostic prénatal, la médecine fœtale, je voudrais qu'on parle, je me tourne vers Nicole Philippe par rapport à ça, je voudrais qu'on fasse justement la différence avec le diagnostic préimplantatoire, parce que quelque part, ça peut être finalement une alternative à des examens qui, une fois l'enfant déjà conçu, en quelque sorte, vont être lourds, difficiles, avec des conséquences peut-être dramatiques, alors que le diagnostic préimplantatoire, c'est une façon, en quelque sorte, d'être en avant sur tout ça et de pouvoir éviter d'avoir à faire ce parcours du combattant qu'est le diagnostic prénatal, voire l'interruption médicale de grossesse. Il est certain que je crois qu'on ne peut pas à l'heure actuelle parler de diagnostic prénatal si on n'évoque pas le diagnostic préimplantatoire, qui est une technique plus récente, qui reste réservée à quelques tantres, mais qui a eu beaucoup d'impact en population, chez les patients et chez les médecins. Le diagnostic préimplantatoire consiste donc à faire le diagnostic sur un embryon de 8 cellules, sur une seule cellule, et à ne réimplanter que les embryons qui sont indemnes de l'affection. En général, c'est réservé aux couples qui ont un risque élevé d'avoir un enfant atteint d'une maladie génétique, qui en ont déjà eu plusieurs, qui ont par exemple un risque sur 4, comme un couple qui a déjà eu un enfant avec une mucoviscidose ou une dystrophie musculaire de Duchenne. Alors, je crois que le diagnostic préimplantatoire, c'est vrai que c'est apparu à beaucoup de couples et à beaucoup de médecins comme révolutionnaire par rapport au diagnostic prénatal, puisqu'il évite l'interruption médicale de la grossesse. Mais il faut dire qu'à l'heure actuelle, je crois qu'on ne peut pas le proposer trop facilement comme alternative au diagnostic prénatal, car contrairement à ce que vous disiez, je crois que c'est à l'heure actuelle le diagnostic préimplantatoire qui est un véritable parcours du combattant. Car le taux de réussite est quand même relativement faible, puisqu'il n'y a que 20% de grossesse. Il faut que le laboratoire mette au point le diagnostic de la maladie particulière, et que ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Et qu'au final, il y a beaucoup de couples qui ont attendu 1 an, voire 2 ans, et qui n'ont pas eu. Alors, certains ont eu des grossesses, c'est vrai, sans avoir subi d'interruption de grossesse, mais beaucoup n'ont pas pu accéder à leur demande. Et juste en matière de conclusion, c'est de dire que le diagnostic préimplantatoire évite l'interruption médicale de grossesse. Donc, c'est vrai que pour un couple, pour un médecin, c'est quelque chose de formidable. Mais par contre, le diagnostic préimplantatoire reste un choix. Et reste le même choix que celui du diagnostic prénatal. Et même si ça paraît plus facile, même si on n'a pas à interrompre la grossesse, il laisse toujours se poser la question, cette vie valait-elle la peine d'être vécue ? Nicole, merci. On en reste sur ces mots pour notre conclusion. On se retrouve demain sur Questions d'éthique avec un épisode sur l'échographie et nous aurons naturellement beaucoup à dire. Alors à demain sur Questions d'éthique.